Voilà. Donc, montrez-nous donc autrement Bon, qu'avec moi, je veux bien commencer. Voilà, moi, c'est ça. Ah, je sais. Attendez. Hop. Voilà, moi, c'est ça. Yes. Voilà, je suis gonflé à bloc. à parler quand même. Hein. Ah oui, putain, c'est pas vrai. J'y arrive pas. Le truc, c'est que pour qu'on vous voit à l'écran, il faut qu'on parle, non? Ah bon, on nous voit C'est là. ça. C'est vrai. Alors, dites votre prénom pour Rodolphe. Voilà. Françoise. Allez, Karine. Hervé. Aline. Charles-Louis. Joueur. Moi, je veux. Pardon. Ah. Ça pétille ou ça brille. Consuelo, moi je suis très contente d'accueillir Rodolphe parce que c'est un psycho et j'avais envie de voir comment un psychologue comme moi pouvait utiliser les pratiques narratives. Moi j'ai démarré avec certains patients. Bon voilà, je fais des petites choses et je suis intéressée par ça. Okay. Super. Quelqu'un d'autre? Audrey. Séverine. Moi, je suis. Voilà. Rodolphe, je suis ravie de t'accueillir, vraiment. C'est un honneur. Bon, Beaucoup tout le monde. d'accueil en mime. Voilà, donc bienvenue à toi. Donc effectivement, hein, bon, tu vas peut-être deux mots pour dire qu'effectivement, hein, tu es psychologue, systémicien, et tu as une école de pratique narrative qui s'appelle Relance narrative en Suisse, où vous organisez d'ailleurs de belles choses. Hein, on communiquera le programme à tout le monde. Et que tu es un activiste narratif, j'ai vu. Donc, tu vas peut-être nous en dire deux, trois mots. Voilà, Rodolphe, il est une des premières personnes qui a écrit hein, en français sur des ouvrages pratiques. Donc, tu nous diras peut-être quelques mots aussi, hein, avec des planches, c'est didactique, c'est pédagogique, c'est des chroniques sociales hein, qui sont basées à Lyon. Donc voilà deux ouvrages de Rodolphe qui est un chercheur aussi, je pense. Tu es vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui cherche. Donc, Consuelo, je te vois prendre en photo. Vous retrouverez les bibliographies, dont ces propositions de Rodolphe dans le contenu de ce module. Ouais. Super. Voilà, donc Rodolphe, le champ est à toi. Je vais essayer de démarrer, de lancer, voilà. Donc là, vous avez le plein écran, là, c'est bon? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore partagé. Ah, merde. Alors, c'est ça, j'ai oublié de faire partager. J'ai mis le truc, mais il faut que je fasse. Si tu ne partages pas, c'est que pour toi. Voilà, tac. Partager l'écran. Ouais, ça y est, voilà. on y est. On est... Pour voir. Voilà, et là, vous et devez tu te mets en diapo, c'est parfait. C'est bon, c'est ça, on est bon. Oui. Ok, voilà. Bon alors, rebonjour à tout le monde. Merci de m'inviter à ce programme prestigieux parrainé par notre illustre David Dembolo. Je remercie donc tout particulièrement Jean-Marc Gabon de Peretti et Véronique Sherman pour leur accueil et pour la confiance qu'ils me font. Je vais essayer de vous parler cet après-midi des approches narratives dans le contexte de la thérapie, qui est mon contexte à moi.
et ce contexte de la thérapie qui est souvent communément appelé celui de la pathologie mentale. Je vais essayer de vous parler d'une alternative à la psychopathologie que nous avons appelée E-psychologie. Alors le nous en question, c'est Charlie Crétenant, Gaëtan Colucci, André Grégoire et moi-même. Il y a un ouvrage qui devrait sortir en février 2021 et qui va s'appeler La thérapie narrative avec un sous-titre et qui sera donc orienté vers cet aspect thérapeutique et sur cette perspective psychologique que nous voulons proposer, suggérer. Tac. Ah. Ça veut pas. Alors, je voulais commencer par un petit dessin animé de quelques minutes qui est une illustration onirique de la psychiatrie moderne. Ah, ça n'a pas marché. Alors. Une petite vidéo qui a été présentée à Annecy. Voilà les psychiatres. Ah.
Et vous avez compris la suite. On retourne sur Terre. On va pouvoir s'arrêter là pour cette petite introduction imagée de l'univers dans lequel je vis, je gravite. Alors, donc, je voulais commencer par vous dire que la plupart des modèles thérapeutiques sont construits sur une épistémologie moderne et une démarche psychopathologique. Que ce soit les approches TCC, que ce soit la plupart des approches systémiques, que ce soit les approches psychanalytiques, etc. Au fond, c'est le point commun que toutes ces approches thérapeutiques partagent, c'est d'être construites sur une épistémologie moderne et une démarche psychopathologique. La thérapie narrative, elle est construite sur une épistémologie postmoderne et sur une démarche psychologique et non pas psychopathologique. Alors, je vais préciser un petit peu ce que j'entends par là, mais en tout cas, la modernité, ça ne veut pas dire contemporain, mais c'est une démarche philosophico-politique née du siècle des Lumières, dont l'intention consciente est de débarrasser l'homme. En réalité, l'homme dont il s'agit, c'est la bourgeoisie, une catégorie sociale particulière, et de débarrasser la bourgeoisie de la royauté et de l'Église, et de permettre ainsi à l'homme, au bourgeois, de ne se fier qu'à sa raison et de n'être plus contraint à obéir au roi et aux prêtres. Ça, c'est vraiment la mise en place de la pensée moderne et de l'épistémologie de la modernité. La postmodernité, elle, date de 1979, avec la première publication de Lyotard, La condition postmoderne, et elle vient remettre en question, c'est une critique, ce n'est pas une nouvelle épistémologie à proprement parler, mais c'est une épistémologie critique de la modernité. Et elle vient remettre en question la modernité, notamment sur 3 thématiques. La première, c'est l'idée qu'il y aurait une possible ontologie du monde, c'est-à-dire que les choses du monde ont une essence, qu'elles existent par elles-mêmes, et qu'on peut donc décrire le monde objectivement tel qu'il est. Le deuxième point de critique, donc ça, c'est ça qui est remis en question par la postmodernité, cette idée-là. La deuxième idée qui est remise en question, c'est l'idée
que le sujet peut penser grâce à sa raison, et la façon dont la raison est conçue comme internalisée à l'intérieur de la boîte crânienne des gens. Et puis la troisième grande idée, donc c'est ça qui est remis en question par la postmodernité, puis la troisième grande idée de la modernité, c'est l'idée de l'universalité, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des connaissances, des savoirs qui sont partageables par tous et valables partout, pour tous. 2 et 2 font 4, et ça, c'est une vérité qui est supposée être partageable partout dans le monde, à tout le monde. Et c'est cette troisième idée que la postmodernité vient remettre en question. Alors, le premier point, donc l'idée que l'accès au réel du monde est impossible, c'est ça la remise en question de l'idée de l'ontologie du langage, et que la seule possibilité d'accès au réel du monde, c'est de le faire à travers le langage, à travers les mots, et que ce langage ne permettrait pas une description objective du monde, il ne décrit pas le monde tel qu'il est, le langage construit le monde d'une certaine façon. Alors, les approches systémiques avaient déplacé l'idée de l'esprit internalisé, individuel internalisé, vers l'idée d'un esprit d'information et de relation, les systèmes de communication, etc. Et le constructionnisme social va un pas plus loin et donne un contenu et une forme à cet esprit de relation et de communication, et qui est la narration elle-même. C'est-à-dire que le système du constructionnisme social, ce n'est pas le système composé des différentes personnes en interaction les unes avec les autres, mais c'est le langage lui-même. Ou pour le dire autrement, ce ne sont pas les événements de la vie qui déterminent nos narrations, mais les conventions linguistiques qui définissent ce que nous considérons comme événements de la vie et la manière de les évaluer. Alors, le paradigme narratif, donc l'idée que c'est avec le langage que nous allons pouvoir appréhender le monde, et donc nous, thérapeutes, allons devoir travailler, performer, construire de la santé là où il y a de la maladie, ou essayer de le faire. Mais ce langage est plein d'imperfections, plein de complications, et notamment le langage constitue par lui-même un système idéologique, c'est-à-dire une certaine façon de construire, de définir, de prédéfinir les choses. Alors les Ifalouks, qui sont des Esquimaux qui vivent dans le Grand Nord, eux, ils ont 80 mots pour dire le blanc. Parce que chez eux, il y a beaucoup de choses qui est blanche, et qu'il y a des blancs sur lesquels on peut marcher, il y a des blancs sous lesquels il y a du poisson, d'autres pas, d'autres qui sont dangereux. Enfin, il y a toute une série de sortes de blancs que nous ne connaissons pas. Une façon de percevoir la dimension idéologique des langages, c'est notamment les langues qui sont pourvues du neutre grammatical et celles qui ne le sont pas. Le latin, par exemple, était pourvu du neutre grammatical. Mais les langues latines, l'italien, le français, l'espagnol, ont vu disparaître ce neutre grammatical. Dans ces langues-là, tout est genré. Une table, une chaise, un tabouret. Une chaise, un tabouret, on se demande pourquoi l'un est au féminin, l'autre au masculin. C'est un peu mystérieux, mais tout est genré. Et alors que dans d'autres langues, l'anglais, l'allemand notamment, le neutre existe et un certain nombre de choses sont nommées comme neutres. Et en fait, dans les cultures qui sont organisées autour d'une langue où le neutre grammatical existe, l'idée du queer, du concept queer, l'idée du LGBTIQ a été beaucoup plus facilement acceptée que dans les langues où tout est forcément genré, où on a tendance à penser que c'est dans la nature des choses que les choses soient classées masculin ou féminin. Parce qu'on peut pas, la langue ne nous permet pas de penser les choses autrement. Alors, le langage est sexiste. Je ne sais pas si vous connaissez cette toute petite vidéo, mais c'est une... La langue française est sexiste.
Vous ne me croyez pas? Il y a une blague à ce sujet. Une vieille blague, mais très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès des rois. Une courtisane, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un homme qui entraîne les sportifs. Une entraîneuse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un monsieur agréable à vivre. Une femme facile, c'est une pute. Un homme public, c'est quelqu'un de connu. Une femme publique, c'est une pute. Un professionnel, c'est un homme carré, sérieux. Une professionnelle, une pute. Et vous pouvez continuer longtemps comme ça, avec gagneurs ou péripatéticiens, qui étaient les disciples d'Aristote. Malheureusement, ça marche très bien aussi. Alors, mesdames et surtout vous, messieurs, réveillez-vous. Le vocabulaire, les mots que l'on emploie tous les jours peuvent se révéler profondément machistes. Alors, c'est tourné sur le mode de l'humour, mais ne sous-estimez pas l'importance que la construction de la langue française a sur les rapports de genre dans notre société, la façon dont est organisée la société, etc. La langue française postule ouvertement dans sa grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Et ce formatage intensif, continuel de la manière de dire les choses produit des effets. Notamment, il y a plus de femmes déprimées, plus de femmes psychiatrisées et plus de femmes médiquées. La dépression, notamment chez les femmes, est naturalisée et on entend beaucoup de discours de psy, de revues, etc., qui expliquent que c'est dans la nature des femmes d'être plus vulnérables, c'est à cause de leurs hormones, de leur nature, et qu'elles sont plus émotionnelles que les hommes, et puis c'est comme ça, donc elles sont plus sensibles à la dépression. Il y a néanmoins des travaux d'anthropologues qui montrent que dans des contextes sociaux identiques ou dans des contextes différents mais également valorisés, la quantité de dépression chez les hommes et les femmes est exactement la même. Donc, ça laisserait penser que c'est plutôt parce que les femmes sont plus maltraitées dans notre monde occidental qu'elles sont plus sujettes à la dépression et pas parce que c'est leur nature qui le vaut. Alors, Derrida nous dit que le langage est un système politique. En plus d'être un système idéologique, il est aussi un système politique. Et il est un système politique en ce qu'il contribue à fabriquer une pensée binaire. Et il contribue à fabriquer une pensée binaire parce que la manière dont est organisé le sens des mots se fait par couple de mots en opposition binaire. Le haut, le bas, le chaud, le froid, le masculin, le féminin, le yin, le yang, etc., etc. Et que pour que un mot puisse avoir une signification, le haut par exemple, il faut connaître le bas. Et c'est parce qu'on a une idée de ce que peut être le bas qu'on peut comprendre ce qu'est le haut, parce qu'en fait, le mot en lui-même n'a aucun sens. Il n'a de sens qu'en relation, en connexion avec cet autre mot. Et que du coup, ça a tendance à nous faire fabriquer une pensée binaire en A, B, blanc, noir, etc. Et que de sortir de la binarité de la pensée demande un effort conscient et pas toujours facile à faire. Alors, on peut se poser la question de savoir si, le langage ne rend pas la société carrément féminicide. Les femmes meurent davantage sous les coups de leurs conjoints en Suisse que dans de nombreux pays proches. Il semble qu'on recense en Suisse 0,40 meurtres pour 10 000 femmes, alors que cette proportion est de 0,13 en Grèce, 0,27 en Espagne et 0,31 en Italie. Par contre, il y aurait plus de féminicides en France, 0,50, et en Allemagne, 0,55.
Lorena Bertani, qui est une avocate spécialisée dans l'aide aux victimes de violences conjugales, estime que statistiquement, selon la tranche d'âge, la violence conjugale tue en Suisse, mais vous pouvez tout à fait transposer ces chiffres en France, vu qu'ils sont encore supérieurs, tue plus de femmes que le tabac, l'alcool et la route. Donc, le langage contribue probablement à rendre la société féminicide. Cette petite dame qu'on voit sur le côté, c'est Lina Stern, et non pas Eliane Viennot. Eliane Viennot, c'est une femme qui a écrit un bouquin sur le langage inclusif. Et dans la deuxième partie de son livre, elle explique l'aspect technique du langage inclusif, comment l'utiliser. En toute sincérité, c'est la partie qui m'a le moins intéressé. C'est bon, voilà. Par contre, toute la première partie est vraiment passionnante et où elle fait un peu l'histoire de la masculinisation de la langue. Et on apprend dans son livre que la langue française n'a pas toujours été aussi masculiniste. En fait, le moment de bascule, c'est le XIIIe siècle. Et c'est le XIIIe siècle parce qu'au XIIIe siècle, on a commencé à fabriquer des universités. Et dans ces universités, on allait enseigner un certain nombre de savoirs qui allaient permettre de délivrer des diplômes d'université et que ces diplômes allaient devenir indispensables pour la pratique de tel ou tel métier. Et c'est comme ça que, et évidemment, les universités n'étaient accessibles qu'aux hommes. Donc, rapidement, les femmes ont été exclues comme ça de toute une série d'activités. Mais au XIIIe siècle, le mot archière existait, servoisière, ferronne, tavernière, prévote, tutoresse, gouverneresse, et gouverneresse, c'était celle qui gouvernait, pas la gouvernante. Hein. Le doctoresse, chirurgienne, médecine, orfèvresse, etc., etc. Tous ces mots ont été soigneusement et progressivement éliminés du vocabulaire. La première femme, c'est Marguerite Yourcenar, à entrer à l'Académie française. Jusqu'avant Marguerite Yourcenar, c'est relativement récent, il n'y avait que des hommes à l'Académie française et ces hommes ont écrit toute une série de textes pour dire à quel point les mots féminins, les expressions féminines étaient inutiles puisque de toute façon il n'y en avait pas dans le monde et puis qu'en plus ce n'était pas joli alors qu'il fallait les éliminer. Et c'est comme ça que depuis le XIIIe siècle, la langue française s'est progressivement masculinisée davantage. Donc c'est une démarche politique, hein, le monde n'est pas né comme ça. Alors, à Genève, en tout cas, la petite dame qui est à côté, Lina Stern, c'est la première femme à avoir reçu le titre de professeur à l'Université de Genève et elle a obtenu ce titre en 1918. Elle avait fait des études de mathématiques à Moscou parce qu'en Suisse, à cette époque-là, la loi avait permis, depuis 1872, l'accès des femmes à l'université. Mais par contre, les femmes ne pouvaient pas passer la maturité, qui est l'équivalent du baccalauréat français, jusqu'en 1900. C'est-à-dire qu'elles étaient autorisées à entrer à l'université, mais elles ne pouvaient pas parce qu'il fallait avoir une maturité et on leur interdisait de la passer. Donc, voilà comment on peut contrôler les pouvoirs. Donc, la langue s'est masculinisée dans son histoire, elle n'a pas toujours été comme ça. Le langage, c'est aussi la possibilité de produire des pouvoirs occultes. Le personnage qui est emblématique de cette idée-là, c'est un dénommé Edward Bernays. Bernays, c'est la femme de Sigmund Freud, qui absolument propagande. Il s'appelle Bernays et celui-là, Edward, c'est le fils de sa sœur. Donc c'est le petit-neveu de Sigmund Freud. Il est allé vivre aux États-Unis et il a commencé à pratiquer à la sortie de l'université, université de lettres, etc., dans un truc qui s'appelait la commission Krill. Et la commission Krill, c'était un groupe
d'intellectuels qui avaient été mandatés par la Maison-Blanche, par la présidence, parce que le président de cette époque s'était fait élire en promettant que l'Amérique n'allait pas se mêler de la guerre 14-18 en Europe, que ce n'était pas un problème pour les Américains, que c'était un truc d'Européens qui s'en débrouillent. Et puis, 1 an plus tard, l'Amérique et les conseillers économiques, etc., disent oui, mais si on ne s'en mêle pas, on risque de passer à côté de beaucoup d'opportunités commerciales. Il faut absolument qu'on s'en mêle. Et donc, il va falloir convaincre la population que c'est une bonne idée de le faire, alors qu'on avait été élu sur l'idée inverse. Et donc, cette commission Krill est chargée de préparer les esprits à ce changement d'idées et de mentalité. Et donc, ils vont mettre en œuvre toute une série de choses, notamment en se rapprochant des artistes à la mode de l'époque, etc., et de fabriquer des publicités. Vous savez, cette affiche avec le gars avec un chapeau haute forme qui tend son doigt comme ça et qui dit « I want you ». C'est une affiche de cette époque. Et alors, Edward Bernays nous dit « La propagande ne cessera jamais d'exister. Les esprits intellectuels doivent comprendre qu'elle leur offre l'outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives pour créer de l'ordre à partir du chaos. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Et Edward Bernays a à son actif quelques faits de gloire. Je passerai rapidement autour du bacon, mais je prends un tout petit peu plus de temps pour vous parler du tabac. Edward Bernays donc, a quitté la commission Krill, il est installé à Madison Avenue, il fait partie des Mad Men, les Mad Men, ça voulait dire les gens un peu fous qui s'occupaient de communication, etc., mais aussi et surtout les gens qui avaient leur bureau à Madison Avenue. Donc, ces Mad Men qui s'occupaient de communication, il a son bureau là, il est contacté par l'industrie du tabac qui trouve que les ventes de tabac stagnent un petit peu, que ça... Alors, ils vont d'abord essayer de faire comme ils avaient fait avant pour le bacon, c'est-à-dire d'utiliser les médecins pour leur commanditer des recherches, etc., pour montrer que le tabac est bon à la santé. Et il y a eu toute une série de publicités, notamment pour les Camel, où les médecins disaient la cigarette préférée des médecins, les Lucky Strike qui étaient bonnes pour la santé, il y avait des tests qui montraient les bienfaits de la Lucky Strike pour la santé, etc. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. C'était un peu, mais mollement. Et puis là, Bernays a eu une bonne idée. On était à cette époque-là, à un moment de l'histoire de l'Amérique où les femmes souhaitaient obtenir enfin le droit de vote. Elles n'avaient pas encore, elles souhaitaient obtenir le droit de vote. Et il y avait toute une communauté de femmes intellectuelles, universitaires, des artistes, des femmes en vue comme ça de la société américaine, qui étaient évidemment activement militantes pour le droit de vote. Et Bernays s'est rapproché de ces groupes féministes et en disant qu'il était à fond de leur côté, qu'il soutenait leur cause, etc. Et puis progressivement, en leur glissant cette idée qu'au fond, dans tous les lieux de culture que fréquentaient ces femmes, les théâtres, les opéras, les cinémas, etc., il y avait la tradition de l'entracte. Et l'entracte était une occasion pour aller fumer. Et donc, dans tous ces lieux, il y avait des fumoirs, mais ces fumoirs étaient des lieux strictement réservés aux hommes. C'est-à-dire que pour les femmes de cette époque, fumer ostensiblement, avec des fumes-cigarettes par exemple, ou de manière à rendre ça très visible, c'était une manière de s'opposer ouvertement au patriarcat, au système patriarcal. Et donc, Bernays les a encouragés dans ce sens. Finalement, dans les groupes activistes féministes, on a appelé la cigarette l'étendard de la liberté. Bernays, qui avait des contacts avec la presse internationale, a, avec l'argent de l'industrie du tabac, a invité des journalistes du monde entier, des gens qui travaillent dans les grands journaux, à venir assister à une grande manifestation pour le droit de vote des femmes en Amérique.
tous ces journalistes sont venus avec leurs photographes, ont fait des photos et ont pu photographier toute une série de grandes stars américaines, toutes avec une cigarette à la main. Que s'est-il passé après ça? Mais les femmes du monde entier voulaient fumer. Et l'augmentation des ventes de tabac sur la planète a explosé. Et donc, le but a été atteint. Alors, on peut faire toutes ces choses avec un usage du langage. Alors, est-ce que le nôtre de langage, celui des thérapeutes, il serait le seul à être neutre et bienveillant, alors que ceux des autres peuvent être manipulatoires, peuvent être provoquer des choses assez décourageantes pour les gens. Bon, on peut quand même se poser la question. C'est vrai que ça n'est pas la même chose de demander à quelqu'un, face à ce découragement, avez-vous déjà imaginé des moyens d'en finir? Ou de lui demander, ce découragement que vous vivez actuellement témoigne de quelles valeurs, de quelles préférences de vie qui vous sont chères et que vous défendez plus que tout? Évidemment, la question ne va pas produire, ne va pas performer les choses de la même manière. Le langage plein de défauts, aux significations incertaines, chargé d'implicites, de sens, idéologiquement organisés, permettant la manipulation et le contrôle des consciences, peut-il raisonnablement être un vecteur de libération, de bien-être relationnel? Peut-il devenir thérapeutique? Eh bien, oui, sous certaines conditions, et c'est ça qu'on va essayer d'explorer un peu maintenant. Alors, une des premières pistes possibles, c'est celle de l'idée de l'implicite invisible. Et l'implicite invisible, notamment, permet de distinguer deux choses, la plainte et la demande. Et dans le champ des thérapies, des psychothérapies, ces deux éléments sont des éléments importants auxquels on attache une certaine importance. Alors, l'implicite invisible de la plupart des plaintes, c'est une demande. Et si les choses sont formulées sous le mode, dans le registre d'énonciation de la demande, elles sont beaucoup plus accessibles et on peut davantage en faire quelque chose que souvent quand elles sont formulées sous le mode de la plainte, que ce soit dans des perspectives de thérapie individuelle ou de thérapie de couple notamment, ça favorise ça. La deuxième grande idée, c'est cette idée qu'on peut faire une archéologie des problèmes, comment, par qui, par quoi c'est arrivé. C'est une archéologie au sens foucaldien du terme, et nommer le problème, le réhistoriciser, explorer ses effets dans la vie des gens, ses alliés ou ses ennemis, le contexte défavorable ou favorable de son apparition, explorer ensuite le contexte sociétal plus large, les récits qui soutiennent, qui renforcent ça, permet d'encourager les gens à reprendre position par rapport à ça, et reprendre position, se redresser, être en colère éventuellement, c'est très différent que d'être écrasé, soumis par des récits dominants. Alors, construire de meilleurs récits identitaires, c'est a priori l'intention des thérapies narratives, mais ça pose effectivement un certain nombre de questions autour de les bonnes histoires, les histoires alternatives, les contre-histoires, etc. Donc, faire des bonnes histoires, peut-être vous l'avez déjà abordé dans les choses, pour ça que je vais relativement vite, sans trop m'étaler, parce que vous avez probablement déjà vu ça. C'est notamment Jérôme Brunner qui nous a apporté quelques idées autour de ça. Une bonne histoire, c'est des événements qui ont un sens, qui évoluent en séquence, selon un thème, une intrigue, localisée dans le temps, partagée par les autres. Peut-être ce qu'on peut aussi rajouter comme concept, qui est un peu moins classique, enfin fait
peut-être pas directement partie de la thérapie narrative Michael White, David Essen, mais des réflexions sur la narrativité dans d'autres champs. C'est le concept de diégèse. Le concept de diégèse, c'est le contexte général du récit et de tous ses à côté implicites. Donc, je suis déprimé, ça exprime un état d'âme personnel, mais aussi une série de normes performatives, de comparaison avec d'autres, un récit dominant sur la santé comme capacité de productivité, etc., etc. Il y a toute une série d'implicites qui sont contenus dans cet énoncé-là, et la diégèse, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a autour. Et la déconstruction des récits passe aussi par le fait de se préoccuper de cette diégèse, de qu'est-ce qu'il y a dans la diégèse des récits des gens. Alors, le récit, les histoires dominantes, les histoires de problèmes, en général, lorsque quelqu'un se présente chez le psy, c'est qu'il est porteur de récits qui, d'une façon ou d'une autre, entravent sa vie et contribuent à son malheur, à la crise ou à la perte de sens de son existence. C'est son histoire de problème. Construire de meilleures histoires identitaires, c'est, dans la perspective narrative, non pas faire la thérapie des personnes, mais faire la thérapie des récits qui entravent la vie des gens. C'est-à-dire, c'est nettoyer les récits de leur contenu de propagande, aider les personnes à rétablir leur démocratie mentale. Construire une histoire alternative avec les éléments qui ne cadrent pas ou qui sont à côté du récit dominant. Ou produire une contre-histoire à partir des valeurs morales de la personne. Une bonne histoire, eh bien, c'est une histoire puissante et dramatique dont on a envie de connaître la suite. La personne y voit de l'espoir et est excitée de savoir ce qui va se passer après. Et elle laisse toujours ouverte vers l'avenir. Les histoires de problèmes rentrent dans le corps des gens et les conversations externalisantes visent à faire sortir les histoires de nos corps, à les sortir de l'intérieur de notre boîte crânienne. Mais les histoires alternatives et les contre-histoires, si on veut qu'elles s'incarnent, il faut aussi les faire rentrer de nouveau, il faut les réincorporer. Et il ne suffit pas de les faire exister à l'extérieur, il faut vraiment que les personnes puissent se les approprier, les incorporer pour qu'elles deviennent efficaces. Alors, une histoire alternative, c'est une histoire construite à partir des exceptions, alors qu'une contre-histoire, une histoire capable de contrer l'histoire du problème, c'est une histoire qui a déjà une certaine existence et qui, du coup, a une rapidité d'action un peu différente. Le caractère moral d'une histoire permet de choisir avec liberté et autorité la direction qu'une personne souhaite donner à sa vie. C'est donc le caractère moral de la personne qui permet de générer la contre-histoire. Permet de parler de soi-même, de juger de ce qui est bien ou non pour soi-même, de proclamer sa propre autorité. Une histoire, c'est une séquence chronologique, un passé, un présent, un avenir. Une narration, elle, n'est pas soumise au temps de la même manière. Elle peut recréer une autre temporalité, voire échapper totalement à la temporalité, en empilant des événements, en se démultipliant et ainsi en ayant une puissance transformatrice décuplée. Le langage de la psychiatrie, donc de cet univers particulier, fabrique des narrations comme actes politiques. Le diagnostic définisse l'identité et l'avenir des gens. En entrant en relation avec des personnes dites qui se présentent comme malades, nous sommes en relation avec l'avenir des gens, ce qui requiert des contre-documents puissants, parce que la mise en forme de la pathologisation est très puissante.
créer une contre-histoire est un acte politique de résistance face aux discours normalisants et pathologisants. Pour devenir auteur, la personne doit sortir de son histoire. Nous devons trouver les moyens de lui permettre depuis cette place d'externalisation, de pouvoir observer, regarder et se repositionner, reperformer ensuite les choses. Redevenir auteur, c'est aussi permettre de redevenir responsable, ce qui, à certains égards, est un inconvénient. Mais responsable est aussi à entendre à la façon dont le présentait mon ami André Grégoire, c'est-à-dire de développer la response ability, l'habileté des gens à répondre face à des situations de vie. Lorsqu'on perd son habileté à répondre, sa response ability, alors on n'est plus responsable. On perd sa responsabilité. Bon, la thérapie narrative, une façon d'être avec les gens pour restaurer l'honneur, la beauté, la dignité de leur vie, offrir une vision esthétique de la vie, revisiter sa vie dans toute sa beauté et sa plénitude, engager les personnes dans une reperformance des événements de leur vie. David Epstein qui nous dit qu'une bonne question, c'est une question qui donne le frisson. Créer de la magie, de la poésie. Réautoriser et dignifier, et explorer les possibles avec curiosité. Voilà les ingrédients des intentions des bonnes questions. Alors, la psychopathologie est quand même le langage dominant, l'organisation politique, idéologique du domaine de la santé mentale. À peu près tout ce qui tourne dans le domaine de la santé mentale se réfère d'une manière ou d'une autre à la psychopathologie. Et la perspective psychopathologique a un certain nombre d'avantages, en tout cas d'utilité. Elle permet notamment de créer un ordre, une certaine logique au monde, en distinguant clairement ce qui est une maladie et de faire apparaître ainsi la santé comme absence de maladie. La perspective psychopathologique peut avoir pour certaines personnes un aspect rassurant. Je sais enfin ce qui m'arrive, on a donné un nom au mal invisible qui me fait souffrir, etc. Et parfois, ça apaise quelque peu les tourments. La position d'expertise que cela confère permet à certaines personnes de dire « c'est vous l'expert, dites-moi ce que je dois faire ». Et ça peut avoir un certain effet avantageux pour ces personnes-là, ou en tout cas, elles peuvent le vivre de cette façon. Le fait de diagnostiquer le mal permet encore de se retrouver relié avec d'autres personnes ayant le même diagnostic, d'avoir le sentiment de ne pas être seul avec sa maladie. Et on voit bien comment des tas de groupes de gens s'organisent autour de telle ou telle problématique de santé, etc. Et la nomination du problème, le diagnostic du problème permet ça aussi. Un autre avantage de la psychopathologie en standardisant les descriptions est de favoriser la recherche, en tout cas la recherche quantitative, avec des ensembles diagnostiques supposés similaires. La psychopathologie est une démarche rigoureuse qui présente certains avantages et nous ne voulons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais néanmoins, nous avons souhaité proposer une autre perspective possible, celle de ce que nous avons appelé eupsychologie. Alors, l'eupsychologie, on voulait que ce soit l'opposé, le mot opposé, vous voyez, le couple de mots en opposition binaire de psychopathologie. Mais en fait, le mot en opposition n'existe pas. Alors, on aurait pu imaginer le mot psychosalutologie.
mais dans le mot salut, il y avait une dimension un peu religieuse, comme ça, qui tirait les choses vers une logique un peu de la transcendance, qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on souhaitait. L'autre mot possible, si on s'en tient aux racines grecques, eût été psychosanitologie. Mais là, alors, on tire les choses du côté du sanitaire, de l'hygiénisme, de l'orthopédique, etc. Ce n'était pas tout à fait ça non plus qu'on voulait. On avait pensé encore à un autre mot qui aurait pu être psychotonomie. Mais là, c'est pareil, l'autonomie, ça tire un peu trop les choses du côté de l'idéal moderne, de l'individu, de l'individualisme, et ça ne correspondait pas non plus à notre idéal. Finalement, le mot que nous avons trouvé, c'est psychologie. Et ça veut dire juste l'eutonie. Je ne sais pas si certains ont connu ça. L'eutonie, c'est une technique de gymnastique qui consiste à rechercher le juste tonus musculaire. Alors, le psychologie, c'était cette idée de la psychologie du bon ajustement avec le monde. Donc, ça met la perspective directement dans la perspective relationnelle, parce que l'ajustement, c'est l'ajustement avec quelque chose. Donc, on est dans une perspective relationnelle d'emblée. En fait, le mot psychologie n'avait jamais été utilisé, fabriqué jusque-là, mais quand même, il y a Maslow qui, dans un de ses textes sur les perspectives managériales, avait parlé de perspectives psychiennes. Il avait utilisé cette expression-là. Donc, on n'a pas tout à fait inventé le mot, mais presque. Alors, conception de la réalité. Ah oui, c'est ça. Alors, dans la distinction entre la perspective psychologique et la perspective psychopathologique se fait sur différents plans, et ces plans, cette distinction-là a des conséquences après très significatives sur la manière d'envisager la thérapie. Alors, pour la psychopathologie, la conception de la réalité est appuyée sur une épistémologie moderne, positiviste, qui croit en une ontologie du monde et avec une vision plutôt pragmatique. Le psychologie est appuyé sur une épistémologie postmoderne, du constructionnisme social et une perspective narrative. La conception de l'être humain. Dans la perspective psychopathologique, l'être humain est un individu. Les choses sont construites autour de l'idée d'individu. L'individu, c'est ce qui ne peut être divisé, la plus petite unité biologique viable. Et cet individu a une personnalité stable, cohérente, un esprit bien internalisé qui fonctionne grâce à la raison. Voilà, ça c'est l'esprit des modernes, c'est la conception de l'être humain de la psychopathologie. Et si on n'est pas stable, cohérent, internalisé, etc., on est malade. C'est ça que ça va déduire. Dans la perspective psychologique, on s'appuie plutôt sur l'idée de la personne plutôt que de l'individu. La personne étant envisagée comme un assemblage identitaire de différents personnages, les différents personnages que nous sommes dans nos interactions avec le monde, avec les autres, etc. Et que cet assemblage vient fabriquer à un moment donné la personne que l'on est. C'est-à-dire que contrairement à la perspective psychopathologique, qui est une perspective structuraliste, c'est-à-dire avec cette idée qu'à 6 ans, notre personnalité est construite et que alors on a une personnalité dépendante, histrionique, borderline, etc., avec un certain nombre, et puis qu'on va rester comme ça toute sa vie. On va devoir se débrouiller avec cette structure. Dans la perspective psychologique, et l'idée de la personne, l'assemblage des personnages, etc., qui vient construire à un moment T quelque chose, peut varier tout le temps, parce que ces assemblages-là se déconstruisent, se reconstruisent, etc. C'est une personne multivocale, c'est-à-dire qui pense de manière non pas monologique, mais de manière dialogique.
dans la perspective psychopathologique, on pense de manière monologique, c'est-à-dire que j'ai une seule voix dans la tête, et cette voix, c'est moi, c'est la mienne, et c'est ça qui pense. Dans la perspective de la personne multivocale, on pense qu'on est plusieurs dans la tête, que quand je pense, je vais faire des choses du genre dis donc Rodolphe, tu aurais pu te raser ce matin, tu sais que tu avais cette conférence cet après-midi, c'était la moindre des choses, ouais mais bon, on est lundi, et nanana. Bon, et alors cette espèce de conversation avec moi-même implique qu'on soit plusieurs. Et en même temps, moi, je ne suis pas entendeur de voix, je crois que ça se passe à l'intérieur de ma tête, mais quand même, il y a du monde dans cette tête, on est plusieurs à causer. Et donc, la distinction entre certaines formes de folie qu'on reverra tout à l'heure et la normalité, dans cette perspective-là, n'est pas si évidente. Donc, la personne est multivocale, elle est relationnelle, elle se construit, elle est fluide et elle varie comme ça. Alors, la conception d'autrui, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et vous allez voir comment l'histoire de la pensée vient, etc. Dans la perspective psychopathologique, la conception d'autrui est celle de l'altérité. Et l'altérité, c'est l'idée d'un autre comme moi-même. Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire l'autre, il est comme moi, à égalité, et donc ce qui est bon pour moi est bon pour lui, etc. Alors, c'est pas que c'est tout mauvais cette histoire-là, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est une certaine conception des choses. Dans la perspective psychologique, on est plutôt appuyé sur une éthique non pas de l'altérité, mais de l'ipséité. Le concept d'ipséité, c'est un concept qui nous vient de Paul Ricoeur. Alors l'ipséité, c'est l'idée que l'autre est un autre radical. Il n'est pas comme moi, il est totalement différent, et donc il va falloir négocier avec lui la relation. Je ne vais pas pouvoir dire moi j'aime le bleu, donc hop, je lui colle du bleu. Ça ne va pas le faire. Il va falloir discuter. Alors, imaginez une famille qui pratique l'éthique de l'altérité. On a une tarte aux pommes, on est 5 autour de la table, on va couper la tarte en 5 parts égales et tout le monde sera content, aura le sentiment d'avoir été traité avec justice, etc. Dans la perspective de l'ipséité, on a toujours 5 personnes, une même tarte aux pommes, on va la couper de 5 parts différentes. Une plus grosse pour celui-là qui est en pleine croissance, une plus petite pour celui qui fait attention à sa ligne, une avec de la croûte parce qu'il aime bien le croustillant, l'autre sans croûte parce qu'il a des mauvaises dents. Bref, ça sera des parts très différentes, mais tout le monde sera content parce que chacun aura eu le sentiment que ses besoins, ses spécificités auront été prises en compte. Alors, la conception de la fabrique de la société, c'est aussi un élément important de distinction et qui a des conséquences sur la manière d'envisager la thérapie, etc. Dans la perspective de la psychopathologie, la fabrique de la société passe par un certain nombre d'institutions qui servent à identifier, corriger, punir les déviances. Ce qu'on veut, c'est de ramener à une norme de fonctionnement. On veut fabriquer de la culture commune, on veut fabriquer de l'identité commune, on veut être dans le semblable. Dans la perspective psychologique et donc narrative, on veut être du côté de la communitas, c'est-à-dire de fabriquer des communautés dont la différence constitue l'avantage. Vous savez, dans le domaine de la biologie, il y a à peu près personne aujourd'hui qui envisagerait que la biodiversité est un problème et qu'il faut éliminer toutes les plantes au profit des carottes, qui sont les plantes parfaites, et en plus elles rendent aimables, donc c'est formidable. Non, bien sûr que personne n'aurait une idée pareille aujourd'hui, et on est convaincu que la biodiversité, c'est la chance de la planète. Par contre, dans le domaine des sciences humaines, on a encore du mal à penser que la psychodiversité, c'est la chance de la planète. On voit encore ça comme un problème, on voudrait être dans le similaire, dans le pareil, etc.
Alors, le type de posture et le type d'intention, du point de vue de la psychopathologie, les intentions sont de fabriquer du diagnostic, de la catégorisation et de la normalisation. Dans la perspective psychologique, on veut fabriquer du bon ajustement, on veut aider à significatiser l'existence. Les intentions sont très différentes. La posture du thérapeute dans la perspective psychopathologique est une posture hiérarchique centrée sur l'expertise du professionnel et qui utilise des modes d'investigation dites éthiques. Alors non pas éthique avec un H, c'est le éthique sans H. Et éthique sans H, c'est une distinction qui a été faite dans le domaine de l'anthropologie sur la manière de recueillir de l'information dans des travaux d'observation de diverses populations, etc. Alors, dans la perspective psychopathologique, on a une perspective éthique, c'est-à-dire qui consiste à observer les choses à partir de grilles qui appartiennent à l'observateur, et l'observateur va classifier ce qu'il observe à partir de ces grilles. Dans la posture de l'eupsychologie et du praticien narratif, est une posture plutôt non hiérarchique et centrée sur l'expertise de la personne et non pas de celui qui observe, de la personne observée. Ce sont des modalités d'investigation dites émiques. Les investigations émiques, c'est celles où on va chercher l'explication des choses que l'on observe, la compréhension des choses que l'on observe chez celui qui est observé. Imaginons par exemple une communauté arboricole, des gens qui vivent dans des arbres. Et ces gens-là organisent à un moment donné une cérémonie, une fête, enfin quelque chose qui a l'air en tout cas festif comme ça, où des couples de filles et de garçons se tiennent par la main, dansent avec des fleurs dans les cheveux autour d'un très grand arbre, une sorte d'arbre très très ancien dans la forêt où ils vivent, etc. Alors, un observateur éthique pourrait dire, et puis alors les couples dansent comme ça, puis ensuite ils partent deux par deux et ils s'en vont deux par deux, voilà, après avoir dansé un certain temps. Donc, un observateur éthique dirait, ben voilà, je viens d'observer comment on pratique des mariages dans cette communauté arboricole. L'observateur émique, lui, ira voir les gens en leur disant, ah ben tiens, ce que vous faites, ça ressemble vachement à ce que nous, on fait, qu'on appelle des mariages et qui servent à ça, etc. Est-ce que pour vous, c'est pareil ? Et à ce moment-là, les gens diraient, oui, oui, absolument, c'est exactement ça. Ou diraient, non, non, pas du tout. Nous, on fait ça pour favoriser les récoltes dans nos champs ou dans nos arbres. On pourrait avoir une autre explication. Alors, la démarche éthique émique, c'est ça la grande distinction entre les deux. Alors, probablement que une des productions de la thérapie narrative et de Michael White qui correspond le plus à l'esprit psychologique, c'est véritablement la charte des droits des patients. Je pense que vous la connaissez ou vous pourrez la lire sans moi, pas besoin que je relise tous les articles. Je vais plutôt maintenant prendre un petit peu de temps pour vous parler d'histoire clinique, vous raconter quelques histoires cliniques en lien avec les choses que je vous ai présentées, donc jusque-là. Alors, je vais vous parler de deux histoires cliniques. La première, il s'agit d'une femme qui est une entendeuse de voix. Donc, dans le langage de la psychopathologie, une schizophrène. Et c'est une femme que je suis depuis, je dirais, une dizaine d'années.
le fait qu'elle entende des voix, c'était quelque chose que je pressentais, dont je me doutais, mais elle m'en a parlé après plusieurs années de relation. Il a fallu au moins 4 ou 5 ans avant qu'elle commence à me parler de ses voix. Et moi, je ne voulais pas la contraindre ou la forcer à le faire, etc. Donc, je lui ai parlé de mes lectures à propos des entendeurs de voix, de mon enthousiasme par rapport à ça, etc. On a regardé ensemble, parce qu'elle disait « Ah, mais ça m'intéresse, comme ça ». Des vidéos où il était question de ça, où des gens racontaient leur propre expérience, etc. Et puis, ça n'est après qu'un long moment comme ça de partage qu'elle a commencé à me parler de ses voix et on a pu entrer en relation avec elle. Aujourd'hui, elle me dit que je suis la seule personne de son entourage qui connaît ses voix et la seule personne qui est acceptée par ses voix. Et que ça n'a pas toujours été facile. Au début de la relation, les voix étaient extrêmement méfiantes, mais que maintenant, voilà, elles se sont accommodées, elles sont OK d'être en relation avec moi. Alors, je vais vous raconter un petit moment, un épisode du suivi avec elle, qui a eu beaucoup d'autres histoires, mais notamment celle-là. Alors, donc, elle vient un jour, elle était un peu comme ça, un peu agitée, un peu, voilà, elle est un peu tendue comme ça, pas très bien. Alors en général, quand elle est tendue comme ça, ce qu'elle utilise comme méthode pour se calmer un peu, s'apaiser, c'est qu'elle augmente sa consommation de cannabis. C'est ce contexte-là que moi, je suis en lien avec elle parce que dans mon travail institutionnel, je travaille dans un service d'addictologie. Et donc, je m'occupe de gens qui consomment des substances diverses et variées, notamment. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer. Alors, elle est très perturbée parce qu'elle me dit qu'il lui est arrivé à 3 reprises en moins d'une année de penser à quelqu'un et que cette personne décède dans les 48 heures qui suivent. Elle est très perturbée par ces expériences et me demande si je crois comme elle qu'elle est responsable de ces morts. Elle me raconte en détail sa dernière expérience. C'est le matin et l'une de ses voix la réveille en répétant en boucle « Madame Duchou, Madame Duchou, Madame Duchou, Madame Duchou » en modulant plus ou moins fort son « Madame Duchou ». Quoi, Madame Duchou? Qu'est-ce qu'il y a avec Madame Duchou? Demanda-t-elle. La deuxième de ses voix lui dit alors « Il y a longtemps que tu n'es pas allé la voir. Tu sais qu'elle aime les bricelets. Ça serait gentil de ta part d'aller lui en acheter un paquet et d'aller lui rendre visite. » La patiente acquiesce, se lève, s'habille et dès l'ouverture du magasin va acheter un paquet de bricelets pour Madame Duchou. Mais qui est exactement Madame Duchou? Madame Duchou, c'est ma voisine, 2 étages au-dessus. Elle a 90 ans, je la connais depuis plus de 20 ans et je vais lui rendre visite et boire le thé avec elle, en gros, 1 fois par mois depuis des années. Elle apprécie mes visites et moi, je l'aime bien aussi. Ce matin-là, à mon retour des courses avec mon paquet de bricelets, les bricelets, c'est des petits gâteaux secs qu'on trouve en Suisse et dans les pays germaniques. Et donc, de retour avec mon paquet de bricelets, je croise dans l'ascenseur les ambulanciers. Madame Duchou a fait une chute 1 heure avant. Elle a pu juste enclencher son bracelet alarme. Les secours sont arrivés très vite. Le fils de Madame Duchou, qui habite aussi l'immeuble, est aussi là, avec les ambulanciers. Et ils conviennent, ma patiente et lui, qu'il la tiendra au courant de l'évolution de la situation. En fin de journée, le fils vient sonner à la porte et annonce que sa maman est décédée à l'hôpital quelques heures après son admission. La cause du décès ne semble pas être la chute, mais la vieillesse.
Ma patiente se sent mal, elle est confuse avec cet événement, d'autant plus que c'est la 3e fois cette année que quelque chose de très similaire lui arrive. Elle pense que ce sont ses pensées qui ont causé la mort de sa voisine et de 2 autres personnes. Elle est très inquiète, elle a peur d'avoir des pensées de ce genre de nouveau. Dans la perspective psychopathologique classique, le cas de cette patiente serait certainement envisagé comme un syndrome psychotique composé d'hallucinations auditives, d'idées délirantes mégalomaniaques, la personne se considérant responsable de choses qui raisonnablement ne dépendent pas d'elle, le tout produisant une confusion, voire un degré d'angoisse significatif. Probablement qu'un psychiatre classique serait tenté, pour apaiser ses angoisses et diminuer ses hallucinations, de lui prescrire un neuroleptique. Si les idées délirantes ne disparaissent pas, une hospitalisation non volontaire pourrait même être envisagée pour protéger la patiente et la communauté. La perspective psychologique que nous revendiquons nous a conduits vers un tout autre chemin, comme vous pouvez l'imaginer. Je raconte alors à ma patiente ce que les Grecs anciens pensaient à propos de l'âme du monde. Pour eux, en effet, le monde est rendu vivant, les végétaux, les animaux, les êtres humains, par la présence en eux d'une parcelle d'esprit, le souffle de vie. Ces parcelles d'esprit qui insufflent la vie sont plus ou moins reliées ensemble et leur somme construit l'âme du monde, qui contribue à l'intelligence du monde, de la nature, de la vie. Les Tibétains aussi, encore aujourd'hui, continuent de penser que à chaque naissance et à chaque mort, l'âme du monde est perturbée, le cosmos en est perturbé pendant un temps plus ou moins long, et il faut un petit moment pour que les énergies cosmiques se stabilisent de nouveau. Je lui dis alors que si elle n'est pas la cause de ces décès dans son environnement, peut-être en est-elle le récepteur. Peut-être que, comme les Tibétains et les Grecs antiques le pensaient, l'âme du monde est quelque peu perturbée par un décès, et cette modification des énergies cosmiques est peut-être perceptible par certaines personnes plus que d'autres, et peut-être notamment les personnes comme elles, entendeuses de voix, qui sont construites de plusieurs parcelles d'esprit. Je dis alors que ces vieilles croyances ne sont pas du tout validées par la science d'aujourd'hui, mais qu'elles ont rendu service à l'humanité pendant des millénaires, que peut-être ces idées pourraient lui rendre service à elle aussi aujourd'hui. Elle s'est montrée très intéressée par ces idées anciennes et cela l'a beaucoup apaisée. À la fin de notre séance, elle était calme et songeuse et elle est repartie avec cette nouvelle perspective. La semaine suivante, elle m'expliqua qu'elle était très contente de se considérer comme une personne avec des facultés particulières plutôt que comme une folle. Elle aime, avec l'aide de ses voix, écrire des nouvelles. Elle écrit ainsi de nombreuses histoires qu'elle est la seule à lire parce qu'elle les écrit en plusieurs langues mélangées. Et c'est impossible de lire ça. Il n'y a qu'elle et ses voix qui peuvent lire ces histoires. Et elle fabrique toute une série de petites histoires qui sont des nouvelles. Et en général, dans ces nouvelles, le personnage central de l'histoire meurt à la fin. Elle fait mourir tous ses personnages. Et elle me dira, bon, par précaution, j'ai enlevé de mon carnet de nouvelles les histoires qu'elle avait écrites qui racontaient la mort accidentelle d'un psychologue. Je lui dis alors que parfois, imaginer la mort de quelqu'un était une manière d'éprouver l'attachement que l'on a pour cette personne et que cela ne signifie pas forcément un désir de voir réellement mourir la personne en question. Ce jour-là, elle m'a répondu « C'est vrai que je vous aime bien ». Voilà ma première vignette clinique. Rodolphe, si je peux me faire, c'est passionnant. Hein, c'est vrai que j'aimerais bien, enfin, on aimerait bien que si les gens pouvaient un peu te poser des questions, hein, avec grand plaisir. Ce serait super parce que je pense que voilà, c'est un superbe résumé, synthèse ça tombe bien parce que c'est au bout de ces 3 modules, c'est un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, résumé de manière magistrale.
Et enfin voilà, je pense que je vois qu'il y en a qui ont des questions à te poser, donc pour profiter de ton expertise, ce serait Avec chouette plaisir. qu'ils profitent de ton expérience. Oui, Donc, plutôt expérience qu'expertise, parce que. ouais, Mais ça va, oui. les psychologues dans la pièce. J'ai peut-être une chose qui n'est, c'est pas forcément une question, c'est plus un écho. Je suis assez, voilà, j'écoute avec les oreilles et tout le corps grand ouvert, parce que pour moi, ça fait beaucoup de sens avec des problématiques de phobie scolaire et de dépression adolescent auxquelles je suis confrontée et qui sont traitées avec énormément de normes et très peu de réponses. Et malheureusement, je trouve très peu d'évolution tant qu'il n'y a pas un vrai travail fait pour reconnecter la personne à ses talents, on l'a vu, mais à une capacité de révolte, en fait, qui n'est pas la révolte adolescente, mais qui est la révolte de se construire soi-même. Et donc, voilà, je suis extrêmement touchée par toute cette... voilà, ce descriptif. Enfin, voilà. Et j'aurais envie de poser comme question, voilà, où peut-on trouver des thérapeutes en France qui sont dans cet esprit, voilà, dans la thérapie narrative et non pas avec cette orientation de psychopathologie. Bon, alors, je pense que une des intentions de la FFPN, c'était de fabriquer un annuaire comme ça des différentes personnes formées aux pratiques narratives et voilà, de permettre. Alors, on est au début de ce processus. Pour l'instant, il y a un certain nombre de gens, mais pas encore beaucoup. C'est vrai que l'intérêt des cliniciens, des psychologues, des psychiatres, etc., des médecins pour les pratiques narratives est modeste pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. Probablement parce que l'entrée de ce modèle s'est faite par la voie du coaching et puis que quand on est un psychiatre ou un psychologue de l'université, on ne va pas quand même frayer avec les coachs. Bon, voilà, ce genre de postures comme ça de pouvoir qui sont lamentablement pitoyables. Mais je pense que c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles il y a peu encore. Il y a peu. Alors, il commence, ça vient. En Suisse, c'est un petit peu plus rentré par les psychologues. Charlie est aussi notre psychologue et on touche beaucoup dans nos formations des psychologues, des psychiatres, des infirmiers psy, des travailleurs sociaux qui travaillent dans des institutions, etc. Toute une série de gens qui sont vraiment très très proches du domaine du soin et puis un peu moins des gens qui sont dans l'enseignement, on a des pasteurs, on a des gens qui sont dans des contextes de pratiques et d'exercices un peu différents, mais moins. Alors que j'ai l'impression qu'en France, c'est l'inverse. Mais probablement que ça va aussi se changer, se transformer. Et puis, par rapport à la dépression, juste un petit mot par rapport à ça, c'est vrai que la conception moderne, psychopathologique, classique de la dépression, c'est d'en faire quelque chose qui se localise à l'intérieur de la boîte crânienne des gens. C'est les neurohormones qui sont déréglées et du coup, la thérapie principale, c'est la prescription d'antidépresseurs. Et puis, c'est les idées qui ne sont pas bonnes, le manque d'affirmation, d'assertivité, etc. Et la thérapie va consister à essayer d'entraîner les gens à s'affirmer davantage, etc. Et ce qui n'est pas du tout envisagé, c'est le fait que la dépression puisse être une réaction saine à un contexte toxique. Et que, du coup, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est notamment illustré par la position
de la médecine actuellement vis-à-vis de ce qu'on appelle le burn-out. Les syndicats voudraient faire reconnaître ça comme maladie professionnelle. La médecine dit non, 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 ce n'est pas du tout une maladie professionnelle, c'est une dépression dans le contexte du travail, c'est-à-dire c'est en lien non pas avec une toxicité managériale de contexte, etc., mais c'est lié à la vulnérabilité individuelle des gens. Et d'ailleurs, la position de la médecine moderne a considérablement évolué. Il y a quelques années en arrière, le médecin du personnel, c'était souvent un médecin un peu de gauche, assez engagé, qui a contribué à dénoncer le scandale de l'amiante, etc., à faire changer. C'était des gens très engagés pour la protection des ouvriers. Et puis, les choses ont changé. Les instances dirigeantes des entreprises ont perçu qu'il y avait là un contre-pouvoir qui pouvait être embêtant pour eux. Et maintenant, ça s'est transformé ensuite en médecine d'entreprise. Et actuellement, la fonction des médecins d'entreprise, c'est d'identifier les gens qui pourraient avoir des maladies pour notamment ne pas les engager. Ou quand ils sont déjà titularisés ou engagés, d'accélérer leur processus de départ, parce que l'objet de soins, c'est plus du tout l'ouvrier, c'est l'entreprise. L'objet de cette médecine-là s'est complètement transformé. Oui, d'autres commentaires ou remarques? Rodolphe, moi j'ai eu, comment le dire, différents mouvements en écoutant cet échange au départ en me disant bah, chouette, je m'attendais en tout cas à ce que les pratiques narratives viennent rajouter en plus à la clinique, à ce que nous on a l'habitude en tant que psychologue de pratiquer. Je me disais cette ouverture de vérifier quel est le problème et peut-être justement de le faire parler en disant que les personnes qui viennent avec, que ce soit en psychopathologie pure ou en psychologie pour un accompagnement, qu'elles viennent exprimer leurs difficultés, leurs problèmes et faire parler du problème en disant en fait, le problème, c'est pas vous. En tout cas, c'est comme ça que je commence à comprendre la pratique narrative en disant en fait, il faut l'extérioriser un peu plus que peut-être nous, on a l'habitude de le faire. Et à un moment donné, dans la suite, je me disais, je suis perdue, je n'ai pas compris le lien avec la féminisation, la masculinisation du langage, etc. Je me disais, ça vient me dire quoi? Ça me faisait partir du côté politico-idéologique, je ne savais pas trop quoi en penser. Et puis ensuite, moi, en tout cas, je me disais, mais je suis perdue parce que mes références de ce que c'est que la psychologie, et là, par exemple, je renverrai tout le monde à cet ouvrage qui dit qu'est-ce que c'est que la psychologie de Jacques Cosnier. Pour moi, la psychologie, elle n'étudie pas la pathologie, c'est pas la même chose, c'est pas la psychopathologie, c'est l'étude soit d'un comportement, soit de la personnalité des personnes, et c'est ni bon ni mauvais. Par exemple, la psychologie du sport, elle va plutôt aller voir quelles sont les performances, qu'est-ce qui permet à un sportif d'être dans les meilleures performances. Donc voilà, ça n'étudie pas, ça n'accompagne pas les sportifs mauvais ou qui auraient des difficultés. Donc j'étais un peu perdue. Donc du coup, l'histoire de la psychologie, parce que c'est un préfixe qui veut dire bon, vrai, normal. Je me dis, psychologie n'a pas besoin de ça parce qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'étudie pas les mauvais comportements, même si peut-être que là où je te rejoins, si j'ai bien compris, c'est que peut-être nous, les cliniciens, les psychologues, on nous a cantonnés à l'hôpital, à accompagner les gens qui vont mal. Or, on peut aussi accompagner ce qui va bien et développer ce qui va bien. Et ça, effectivement, on ne nous met que là-dedans, quoi. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose comme ça
qui voulait s'exprimer dans cet exposé? Je ne sais pas. Alors, la réponse va être compliquée parce que tu parles de plein de choses différentes. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir pu noter tous les points que tu abordes, mais je vais essayer un petit peu. Donc, un des points, c'est cette histoire de mais qu'est-ce qu'il raconte avec cette histoire de langage, la langue, le genré, etc. Où est-ce qu'il veut en venir avec cette histoire-là? C'est une bonne question. Ce que j'ai derrière la tête en essayant d'amener ça, c'est de dire que la façon dont on énonce les choses n'est pas neutre, elle est politiquement construite. Politiquement, dans le sens, ça organise la vie de la cité d'une certaine façon. Et que notre langage de praticien, de thérapeute, etc., ne fait pas exception. Ne fait pas exception. Quand tu évoquais, par exemple, la psychologie, c'est ni bon ni mauvais. Par exemple, la psychologie du sport, on regarde les performances, etc. Performance, c'est quoi une performance dans le sport? C'est celui qui gagne la course, c'est celui qui vit le plus vieux possible. Tu sais que les sportifs de haut niveau, beaucoup d'entre eux, à 40 ans, ils sont flingués, ils ont des graves problèmes de santé, etc. Mais à un moment donné, ils avaient des performances extraordinaires. Alors, qu'est-ce que la psychologie du sport, elle veut promouvoir? Elle veut promouvoir des champions qui, à 40 ans, sont flingués, ou elle veut promouvoir une manière d'avoir un rapport avec son corps, avec le sport, qui favorise la longévité, la vie, etc. Et dans le mot performance, il n'y a pas de réponse. Ça reste une question. Puis je ne veux pas entrer davantage dans ce débat, mais je veux dire que les mots qu'on utilise sont chargés de toute une série de choses. Ils ne sont pas neutres. On croit qu'en utilisant tel ou tel mot, on se comprend et puis on sait de quoi on parle, mais ce n'est pas si évident. Et qu'une des attitudes que encouragent les pratiques narratives, c'est notamment le fait d'être bête et curieux. Bête dans le sens de ne pas comprendre trop vite ce que dit l'autre et d'essayer de savoir pour lui qu'est-ce qu'il met dans ce mot-là, dans cette idée-là, etc. Qu'est-ce que ça signifie et de conserver une posture de curiosité, une démarche émique et non pas éthique pour comprendre l'histoire de l'autre et sa signification. C'est un bout de réponse, mais il y a d'autres bouts de ce que tu as dit que j'ai perdu le fil et je ne sais plus. Oui, après, par exemple, le fait d'aller chercher un terme différent pour psychologie, psychologie, je me disais, puisque la psychologie, je la décrirais moi comme quelque chose de neutre qui étudie les comportements, qui accompagne l'autre, qui essaye de comprendre et d'accompagner. Et tu vois déjà, qui va bien. Déjà, ce que tu dis pose des tas de questions. Tu dis, la psychologie, c'est un truc qui étudie les comportements. Oui, psychologie, ça ne veut pas dire comportement. Psychologie, ça veut dire un discours sur la psyché. C'est-à-dire, a priori, la psychologie devrait s'occuper des pensées et des comportements. Déjà, c'est une espèce de dérivation de ce qui devrait être théoriquement la psychologie. Donc, c'est pas si évident, ça ne va pas de soi comme ça. Et d'ailleurs, la psychologie qui s'occupe des comportements ne s'appelle pas la psychologie, elle s'appelle la psychologie comportementale. La psychologie qui s'occupe des processus de pensée et d'idéation s'appelle la psychologie cognitive. La psychologie qui s'occupe des processus de pathologisation, de pathologie, de décrire la pathologie, la psychopathologie. Et alors, psychologie, donc le nouveau concept qu'on veut essayer de fabriquer, mais qui jusqu'à présent n'existait pas, donc personne a encore mis quoi que ce soit dans cette case-là, ça serait, à notre intention, la psychologie de la bonne façon de s'ajuster. Ce n'est pas la bonne manière d'être, ce n'est pas la psychologie positive, mais c'est la bonne façon de s'ajuster avec le monde, c'est-à-dire de fabriquer des relations avec le monde
qui soit favorable. Et ça veut dire favorable à soi-même, mais aussi au monde. Hein, ça va dans les deux sens, la relation. Donc, ça serait une manière le E, ça serait pour dire bonne manière de s'ajuster, bonne manière d'être, etc. Ah, c'est ça. Pour soi et pour l'autre. Enfin, pour soi et avec ça l'idée, l'intention, l'idée de la fabrication de ce concept qui n'est qu'un concept, ça n'est qu'une idée. Les idées ne disent pas la vérité du monde, elles essaient juste de fabriquer des possibilités, de fabriquer des idées, etc., des possibilités à penser. Ça ne vaut pas plus que ça, hein, ça ne décrit pas la vérité du monde. Je voudrais poser une question, si c'est possible. Rodolphe, dans la présentation, tu as fait une nuance entre histoire alternative et contre-histoire, et je trouvais ça intéressant. J'aimerais savoir si tu peux donner un exemple pratique en fait de la différence entre l'alternative qui est construite à partir d'exceptions et la contre-histoire. Et qu'est-ce que ça peut apporter? J'ai pas perçu le. Je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière, mais j'ai pas perçu dans. Oui. Alors, il me semble, enfin, avoir compris de ce que j'ai lu, aussi de mes expériences cliniques, que l'histoire alternative, tu l'accroches à partir d'une exception, à partir d'un truc qui ne cadre pas avec le paysage. Et puis, tu vas t'intéresser à ça, tu vas poser des questions là-dessus, tu vas amplifier la chose, tu vas lui donner plus de place, puis petit à petit, ça va élargir un territoire progressivement, qui va prendre un peu plus de place, ça va prendre des fois plusieurs séances, puis ça va devenir quelque chose de partagé, donc qui existe davantage. Tu vas pouvoir le relationnaliser et puis faire intervenir là-dedans d'autres personnages, en vrai ou mentalement, le meilleur ami, etc. Et ça va progressivement développer un espace qui va constituer un espace plus favorable, un espace où la personne se construit à une identité dans cet espace-là, dans cet ajustement-là, qui est plus favorable pour elle. C'est plus lent, mais c'est quand même, au bout du compte, ça fabrique des choses assez consistantes si on prend bien le temps de les consolider à chaque étape. La contre-histoire, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu présent. C'est-à-dire, la personne a déjà un peu l'idée que ce truc-là, c'est vrai, qu'elle y croit déjà, qu'elle est déjà un peu affiliée à ça. Et généralement, la contre-histoire, elle s'articule autour d'un positionnement moral. Par exemple, dans le cadre de la question du burn-out, pour reprendre les histoires de dépression et de contexte de travail, une personne, je me souviens d'une patiente qui m'avait été adressée par son généraliste et qui me raconte l'histoire suivante. La semaine dernière, je me suis réveillée, je me suis assise sur le bord de mon lit et je me suis dit, bon, finalement, la solution pour pouvoir arriver à faire tout ce que je dois, ça serait de tuer mes enfants. Et en s'entendant penser ça, elle s'est dit, je suis en train de devenir dingue, il faut que j'arrête tout, je vais voir le médecin. Le médecin lui a dit avec beaucoup de pertinence, madame, vous êtes épuisée, à bout de force, etc. Vous êtes en train de faire un burn-out, allez voir un psy. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez moi. Puis elle me raconte cette histoire. Et elle m'explique aussi qu'elle ne comprend pas bien pourquoi elle en est arrivée là, parce qu'elle a un patron extraordinaire, un type qui a une entière confiance en elle, qui s'appuie sur elle en permanence, qui d'ailleurs a tellement confiance en elle qu'il peut lui téléphoner nuit et jour à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour lui demander des choses, et qu'elle est tellement fière d'être une personne qui compte tellement dans cette entreprise, etc. Vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, dans un premier temps, elle a une histoire où elle sent bien que ça ne joue pas, et puis il y a un autre bout de l'histoire quand même. Alors, évidemment, je vais lui poser quelques questions,
lui demander si elle a toujours pensé que dans les relations professionnelles, ce qui était bien, c'était de pouvoir être appelable tout le temps, en permanence. Est-ce qu'elle elle a aussi des employés ou des gens, est-ce qu'elle fait comme ça, etc. Puis là, elle me dit, mais non, non, je ne ferai jamais une chose pareille. Enfin, et elle fait apparaître progressivement, et ça lui apparaît progressivement que cette situation n'est pas correcte. Et puis à un moment donné, elle dit, non, mais ça ne va pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle se rebelle, elle se révolte par rapport à ça. Elle le connecte avec un certain nombre de conceptions, de valeurs de l'existence, etc. Puis à partir de là, quelque chose de vraiment constructif, une contre-histoire va pouvoir se mettre en place. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Merci beaucoup, c'est tout à fait. Et je voudrais poser juste une question un peu dans la continuité. Vous avez parlé de réincorporer les contre-histoires pour qu'elles deviennent vraiment efficaces. Et je voulais voir si vous pouviez un peu expliquer est-ce que vous entendiez par ça parce ouais. Bon, alors, moi, je suis un psy qui a une histoire professionnelle, personnelle, où le rapport au corps, enfin, j'ai jamais été super à l'aise avec ça. Dans mes études de psy, il y avait des trucs de groupe où il fallait se toucher, machin, faire des expériences, se laisser tomber en arrière, faire des machins comme ça. Je détestais ce genre de choses. Et moi, j'avais besoin d'être dans la tête, un pur intello cérébral, et puis tout ce qui avait à voir avec le corps, j'étais que mal à l'aise avec ça. Et puis, la vie, etc., a fait que j'ai dû prendre en compte un peu plus mon corps, être plus attentif à ça. Et puis, je me suis rendu compte que lorsque je vivais des choses qui étaient significatives pour moi, ça provoquait, mais j'étais très coupé de moi-même par rapport à ça. J'étais un peu dans une espèce d'anesthésie corporelle continuelle. Je vivais sous péridurale, enfin. Et j'ai découvert que le fait d'éprouver des choses, ça résonnait aussi physiquement. Je ressentais physiquement les choses. Et ce concept, c'était il y a très 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 longtemps, mon psychanalyste qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, ouais, la prise de conscience, c'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les choses soient aussi incorporées, que la prise de conscience doit passer par une expérience du corps. Et à ce moment-là, effectivement, tu as vraiment pris conscience de quelque chose, c'est quand tu te l'es approprié physiquement. Et je dois dire qu'à cette époque, c'était un pur concept et que ça ne me parlait pas beaucoup. Et voilà, c'est cette idée-là. Maintenant, je me suis rapproché de cette idée, de cette expérience. Je pense qu'effectivement, notre pensée passe aussi par nos ressentis corporels, ou peut-être que c'est juste une autre métaphore qui permet. J'ai vécu des années sans ça, et puis je me suis débrouillé quand même dans la vie, mais j'ai l'impression que je me sens plus complet, plus connecté maintenant que j'arrive un peu mieux à faire ça. C'est hyper intéressant. Bon, moi, je pense que voilà, on arrive au bout de ce temps. C'était super, c'était passionnant. Moi, on va vous mettre en lien avec les. J'ai vu qu'il y a les 10 ans, c'est ça, des 10 ans de l'école de, je sais pas quoi, enfin, au mois de juin l'année prochaine. Les 10 ans de la formation narrative en Suisse romande, en fait, ça fera 11 ans en 2021, mais bon, voilà, les 10 ans, ça avait plus de gueule. Et puis, l'idée, c'est effectivement d'inviter quelques personnes du réseau narratif, mais aussi d'essayer de donner la parole, de promouvoir les gens de Suisse romande qui se sont formés, qui ont expérimenté des choses, qui ont testé des choses. Alors, il y a un programme qui est en train de se constituer, il n'est pas encore finalisé, il y a 2-3 choses encore pour ça, mais j'espère qu'on va arriver à construire quelque chose.
Et puis j'espère aussi que le Covid va nous foutre la paix et nous permettre de faire. C'est très compliqué. Tout ce qui est prévu en présentiel, c'est très très compliqué. On n'est jamais sûr au dernier moment. Enfin, donc souhaitons, espérons qu'on pourra, mais voilà, on ne sait pas trop. Ce serait chouette ce serait chouette de venir en Suisse en tout cas, de venir un peu chez vous. Vous mangez des bricelets. C'est ça, oui. Et en tout cas, c'était vraiment passionnant. Hein. Donc, on attend ce livre là, qui va sortir en février. Ouais, février, normalement février. Rodolphe, n'hésite pas quand le programme sera un peu plus avancé, quand les publications seront, on va dire, qu'elles pourront être officialisées, à nous les faire passer pour qu'on puisse nous les transmettre et les partager aussi de notre côté. Avec grand plaisir. Donc, merci énormément pour ce moment. Je pense qu'on aurait pu continuer les échanges et y passer plus que l'après-midi. C'était une première visite, une première fenêtre entrouverte. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais c'était un plaisir de t'accueillir. Bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Rodolphe. Merci beaucoup. À bientôt, Rodolphe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Voilà un exposé exhaustif et technique d'un peu tous les concepts qu'on a vus. Finalement, hein, une manière de le dire plus académique, je dirais. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette synthèse que vous aurez pour la visio. Hein, donc, vous pourrez réécouter. Voilà, des beaux projets. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des jolis projets quand même, parce que vouloir révolutionner comme ça les concepts psy dans ce monde qui a quand même une posture particulière parfois, une vision des choses qui s'appuie sur des discours dominants, une culture. Enfin, c'est pas rien. Et je trouve que c'est courageux de la part de ces pionniers là de tenter l'aventure et d'aller défricher quelque chose. Et vous entendez bien, il vous dit lui-même, la narrative, c'est le début. Le début, il y a quelques personnes, c'est vraiment l'aventure. Et c'est pour ça que mais on a besoin de ces personnes qui tentent l'aventure et qui vont dans leur domaine prendre cette position-là. Voilà. Bon, on vous propose une pause. Hein. On va partir en pause. Est-ce que c'est OK pour tout le monde de ne prendre que 20 minutes ou est-ce que vous avez besoin des 30 minutes? Tout cela parce qu'on aimerait vous parler et partager avec vous de ce que l'on appelle l'ami, l'absent mais implicite, dont Rodolphe a souligné en début de… Bon, est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK. Ouais. Super, donc on se retrouve à 16h. Bye bye. OK. À tout à l'heure.